En 2021, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu tous les records d'audience depuis sa naissance en 2014. Grâce à la confiance totale de nos donateurs, nous avons traversé 8 années passionnantes d'engagement pour nos téléspectateurs. Déjouant les actes de censure, les anathèmes, les oukas. Les GAFA sont la police de la pensée. Les GAFA nous ont censurés en 2017, 2018, 2019, en 2020 et tout récemment en 2021. Mais avec vous, nous tenons bon. TV Liberté a été au rendez-vous de tous les combats, de toutes les justes causes. Nous avons donné la parole aux millions de Français de la Manif pour tous contre les destructeurs ou les déconstructeurs de la famille et de ses valeurs. Nous avons donné la parole aux millions de Français des bonnets rouges et des gilets jaunes contre cette caste hors sol qui les a ignorés, dénigrés, privés de leur dignité, dépossédés de leur identité. Nous avons donné la parole aux millions de Français opposés au pass sanitaire face aux gouvernants qui suppriment les libertés individuelles fondamentales et imposent par un contrôle permanent une société de surveillance. Mais TV Liberté, ce n'est pas que cela. C'est aussi la mise en lumière de milliers d'intellectuels, spécialistes, responsables, influenceurs et youtubeurs. On cherchait à les faire taire. Nous nous sommes fait leur porte-voix pour contrer la mainmise de la gauche sur la culture et l'audiovisuel, cette gauche frelatée qui conditionne les Français avec l'argent de leurs redevances. Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous n'avons jamais été aussi près de renverser la table. Certains cherchent à le faire électoralement, mais que cela soit clair dans tous les esprits. Les politiques ne font que récolter le fruit du travail d'influence et d'éveil mené jour après jour par les journalistes de la presse alternative. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Christian Gérondeau. Monsieur Christian Gérondeau est un très haut fonctionnaire. Vous êtes polytechnicien, fils de polytechnicien, père de polytechnicien, et pourtant c'est pas une noblesse héréditaire. Bon, absolument. Et vous avez occupé de très hautes fonctions. Vous avez été le premier délégué interministériel
à la circulation automobile, à la sécurité automobile. À la sécurité et vous routière. avez sensiblement amélioré d'ailleurs la sécurité des automobilistes. Le nombre de morts est sensiblement diminué grâce à vous. Vous êtes un grand spécialiste des transports. Vous avez publié les transports urbains. Les transports en France, les transports en Europe, la danseuse de la République, SNCF et transports publics. Je vous laisse la responsabilité de ce titre. La saga du RER et le maillon manquant. Quel est le maillon manquant du RER ? Le maillon manquant, c'est une liaison qui partirait de la gare Montparnasse et qui traverserait Paris et qui arriverait pour rejoindre la ligne E du RER. C'est très court et ça donnerait une deuxième traversée de Paris. Ça se fera un jour. D'accord. Quand ? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas le sujet de notre émission. Non. Le sujet de notre émission, ce sont vos publications. Ils ne sont pas moins importantes sur les questions d'environnement, d'écologie. Vous avez publié « Écologie, la grande arnaque » en 2007. Bon, le titre donne bien la tonalité de l'ouvrage. Avant, vous aviez publié, ou au même moment, « L'écologie et les imposteurs » chez Descartes. Écologie, la grande arnaque chez Albin Michel. CO2, un mythe planétaire aux éditions Toucan. Écologie, la fin en 2012. Tout à fait. Toujours chez Albin Michel. Ah non, pardon, aux éditions Toucan. Autant pour moi. Climat, j'accuse en 2015. La grande manipulation en 2017. Toujours aux éditions Toucan. Le CO2 est bon pour la planète, vous allez nous l'expliquer. En 2017, aux éditions L'Artilleur. Oui, vous pouvez acheter un diesel en 2019 aux mêmes éditions L'Artilleur. Et enfin, aujourd'hui, la religion écologiste, climat, CO2, hydrogène, la réalité et la fiction. Alors, c'est dire si vous êtes très politiquement incorrect par rapport au discours dominant sur ces questions aujourd'hui. Ce que j'observe dans vos ouvrages, qui sont extrêmement intéressants, c'est malgré tout une évolution, me semble-t-il, de votre pensée, parce que si je prends par exemple l'écologie, la grande arnaque, vous dites bien, vous faites une critique de tous les programmes censés lutter contre le réchauffement du climat, mais vous ne niez pas la réalité de ce réchauffement, ni son origine anthropique, ni le problème que pose, à ce moment-là, vous ne contestez pas le problème que posent les émissions massives de CO2 à partir des énergies fossiles. Quand on aborde, par exemple, écologie, la fin, vous êtes à ce moment-là nettement plus critique de ces dogmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à ce sujet ? Alors, très facilement, le premier livre que vous avez cité, il a été écrit il y a 15 ans. Comme vous l'avez dit, moi j'étais un spécialiste des transports. Je découvrais le monde. Et quand je lisais partout, ce que tout le monde lit encore aujourd'hui, que l'homme est responsable du réchauffement climatique parce qu'il émet du CO2, notamment, parmi les autres gaz à effet de serre, je l'ai cru. Ça me paraissait impossible que, puisque tout le monde le disait, les chefs d'État, les organismes, les Nations Unies, que ce ne soit pas vrai. Et il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que tout ça ne reposait sur rien. Que, par exemple, le climat avait changé beaucoup plus avant l'intervention humaine qu'aujourd'hui. Il y a eu des aires glaciaires, des aires interglaciaires. Et là, c'était pas des différences de 1 ou de 2 degrés. Ça ne doit pas, c'est l'homme préhistorique ne roulait pas en ne roulait pas au diesel, absolument. En diesel, mais il a fallu un certain temps, et je comprends, et je suis pas le seul. Et il y a d'anciens responsables de Greenpeace qui aujourd'hui disent, mais non, j'ai été trompé, tout ça ne repose sur rien. Et effectivement, donc, on s'aperçoit que le climat a beaucoup changé, que la teneur en CO2, pendant que le climat changeait beaucoup, elle bougeait pas. Donc c'est très difficile de dire que c'est parce qu'il y avait plus de CO2 qui faisait plus chaud ou plus froid. Et on s'aperçoit donc qu'on vit sur des mythes que j'ai dénoncés et que je dénonce dans mon dernier ouvrage, qui est un peu un ouvrage de synthèse, que j'ai appelé La religion écologique, parce que en fait, c'est un phénomène qui aujourd'hui a pris un caractère religieux. Dans ma jeunesse, on défilait, on allait en pèlerinage à Chartres, il y avait des dizaines de milliers de
de jeunes. Même encore aujourd'hui. Il y en a peut-être aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus qui suivent Greta Thunberg. Là, ce sont des centaines de milliers de jeunes pour qui l'écologie a pris la place de la religion de leurs ancêtres, en bonne partie. Donc, c'est ce que je dénonce dans ce livre, en expliquant en réalité qu'il y a là une série de mensonges. Par exemple, tout simplement, le fait que ce que nous pouvons faire pour changer nos émissions de CO2, c'est absolument rien à côté de la masse de CO2 qui existe déjà dans l'atmosphère. C'est de l'ordre du millième ce que nous pouvons modifier. Et cette masse de CO2, heureusement qu'elle existe, parce que s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Oui. On a tous appris ça à l'école, la photosynthèse. Bien, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action des rayons du soleil sur précisément le CO2 pour engendrer des végétaux et puis ensuite les animaux. Donc s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc le CO2, c'est pour ça que j'ai appelé un de mes livres, c'est un bienfait pour la planète et pas l'inverse. Mais alors, je comprends bien, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais peut-être de ces organisations internationales, en particulier de l'ONU, ou des conférences telles que la COP26 à laquelle nous venons d'assister. On nous rabâche que le constat selon lequel le réchauffement climatique est une catastrophe absolue, qu'il y ait un réchauffement, ça me paraît, je crois, à peu près établi. Tout à fait. Mais ceci étant, le réchauffement, c'est peut-être une catastrophe dans le Sahel, ça n'est pas forcément une catastrophe en Sibérie, mais ça, on peut en discuter. Ou au Canada, on peut poser la question. Il y a encore de vastes espaces, mais le fait que ce réchauffement soit dû aux émissions de CO2 et donc au fait de l'homme, ce serait le consensus général de ces experts que sont le fameux GIEC, le groupement international intergouvernemental d'experts du climat. Ça, c'est très intéressant. Et là, dans Écologie la fin, et aussi dans la religion écologiste, vous démontez, vous dites un certain nombre de choses qu'on n'entend pas habituellement sur ce GIEC. C'est d'abord tout à fait extraordinaire le titre de l'organisme. Groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Le vrai titre, il est en anglais. Et il dit pas du tout ça. Le vrai titre, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change. Il n'y a pas le mot expert, parce que c'est pas du tout un groupe d'experts. C'est un groupe d'experts dans la traduction. Mais le titre d'origine, c'est simplement une réunion des gouvernements, groupe intergouvernemental. Et il y a 200 pays, 197 pour être précis, qui font partie de ce groupement. Vous pensez que les 197 pays de la planète ont des experts du climat ? Vous pensez, j'ai rien contre le Zimbabwe ou le Costa Rica, vous pensez qu'ils sont des experts du climat ? Pas du tout. C'est des diplomates qui se réunissent, comme ils viennent de se réunir à Glasgow. Et ça, je crois que c'est très intéressant qu'on en parle, parce que c'est un tournant. Ce qui vient de se passer il y a 3 jours à Glasgow. Ce sont des gens qui ensuite votent des textes comme aux Nations Unies. C'est un clone des Nations Unies. Vous pensez bien qu'ils n'ont aucun moyen d'expertiser des textes de milliers de pages qui, paraît-il, démontreraient que l'homme est responsable du changement du climat. Pour montrer à quel point l'homme n'est pas responsable, il suffit de remonter un peu dans l'histoire et de se rappeler que les Vikings ont colonisé le Groenland et que Groenland, ça veut dire Greenland. Oui. Et ils sont restés 3 siècles à élever du blé, du seigle, à avoir des troupeaux de chèvres ou de vaches. Si ça avait été de la glace, il est probable qu'ils n'auraient pas survécu très longtemps. Donc le Groenland était vert, il a été vert pendant 3 siècles. Puis ensuite, le climat s'est refroidi, et depuis maintenant... C'est vrai, sous Louis XIV... la mer gelait... La Seine gelait. Non, la Seine gelait très... Mais la mer gelait. La mer en Normandie était gelée l'hiver. C'était d'ailleurs des périodes épouvantables. Oui, préparer des famines. Le grand historien Leroy Ladurie a montré qu'il y a eu, à la fin du règne de Louis XIV, 2 années sans récolte, et rien qu'en France, 2 millions de morts. Alors, vous voyez, quand on nous dit qu'il y a eu quelque part une inondation avec 100 morts, on est très ému, vous comme moi. Mais là, c'était pas ça. C'était 2 millions de morts de faim à la fin du règne de Louis XIV.
rien qu'en France. Donc les variations du climat ont toujours existé. Fort heureusement, depuis 1850 à peu près, la Terre se réchauffe. Ben, on en est très heureux. Et elle se réchauffe de combien? d'1 degré, pour être très précis, 1,1 degré. C'est là les rapports du GIEC le disent. Et tout à fait une petite plaisanterie, si je peux dire. On nous dit on va vers un réchauffement de 1,5 degré. Mais on oublie de dire que c'est 1,5 degré depuis 1850. Comme la température est déjà montée de 1,1 degré, en réalité c'est 0,4 degré. Et on nous dit, si la Terre se réchauffe donc de 0,4 degré, c'est la fin du monde. Ouais, ouais. Écoutez, il y a un moment où il faudrait être sérieux. Donc, on est devant la prise en main des Nations Unies par le canal de cet organisme, par des gens qui, en fait, ont une motivation qui est d'ordre religieux et non pas du tout scientifique. Alors, est-ce que c'est simplement dogmatique ou est-ce que c'est une volonté de pouvoir ou est-ce que cela cache des intérêts économiques et financiers ou, quelle est votre analyse sur le sujet? Il y a des intérêts économiques et financiers, mais ils sont seconds, ils viennent après. Au départ, ce sont des gens qui ont toujours existé depuis que l'homme est homme, qui sont convaincus que l'homme est mauvais. Vous savez, c'est Rousseau, hein, ça n'a pas été inventé. Qui sont convaincus que l'homme... Rousseau était, excusez-moi de vous était plutôt convaincu que l'homme était bon. Au départ, oui. Mais qu'ensuite il avait été perverti. Et perverti par la société. Par la société. À mon avis, c'est plutôt l'inverse, mais bon. je vous suis. Mais enfin, vous avez raison, Rousseau, c'était le bon sauvage, qui, entre parenthèses, torturait ses ennemis, c'est absolument affreux. Mais, si vous voulez, c'était la vision pessimiste de l'humanité. Et vous avez une minorité de gens qui ont cette vision pessimiste de l'humanité extrêmement profondément ancrée en eux et qui ont pris le pouvoir. Et alors, ce qui est très curieux, c'est quand on regarde quel est le parcours de ces gens. On voit qu'il y a des philosophes, il y a pas mal d'anciens religieux. L'un des personnages centraux d'un rapport qui a expliqué qu'on pouvait se passer des énergies fossiles, on en dira peut-être un mot, c'est un ancien jésuite, donc spécialiste en théologie. Et ce sont ces gens-là qui ensuite viennent nous dire « la science a parlé » et donc on a la preuve que l'homme étant mauvais, nous allons à la catastrophe, repentons-nous. Mais c'est exactement un discours religieux, sinon on va en enfer. Alors l'enfer cette fois-ci, c'est la terre qui brûle. Oui. Le parallélisme est total. Alors vos ouvrages aussi contiennent une critique alors extrêmement sérieuse, extrêmement argumentée, des solutions que l'on prône habituellement et dont on s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui que l'opinion commence à fléchir et à émettre des doutes et des réserves. Je veux parler du solaire, des éoliennes, enfin de l'énergie éolienne. Vous critiquez également le recours au carburant de culture, en quelque sorte. Biocarburant. Au biocarburant. Et selon vous, si l'on veut vraiment, si je ne trahis pas votre pensée, si on veut vraiment combattre les émissions de CO2, à tout prendre, le plus efficace, c'est encore le recours à l'énergie nucléaire. Alors, tout à fait. Mais avec une petite réserve, c'est pour faire l'électricité. Oui. Parce qu'on confond toujours, ou souvent, énergie. Alors l'énergie, c'est l'essence qu'on met dans sa voiture, c'est le gaz qui permet de faire la cuisine ou de se chauffer. Ça, c'est l'énergie. L'électricité, ce n'est qu'une partie de cette énergie. Autrement dit... Oui, c'est un vecteur d'ailleurs. Oui. À part la foudre, il n'y a pas d'électricité naturelle comme ça. Absolument. Mais pour donner un ordre de grandeur, c'est le quart de l'énergie que nous consommons, c'est sous forme électrique. Le reste, c'est pas sous forme électrique. Alors, pour faire l'électricité... Maintenant, là, nous venons d'assister à un extraordinaire retournement au plus haut du niveau de l'État. Le chef de l'État, qui, il y a 2 ans, décide d'arrêter Fessenheim, probablement pour faire plaisir aux écologistes, et qui aujourd'hui nous dit qu'il faut relancer des centrales nucléaires qui seront, dans la meilleure hypothèse des cas, en service en 2035. Donc... Où est la logique dans tout ça? La réalité, c'est que pour faire de l'électricité, le mieux, c'est les atomes, c'est les centrales nucléaires. Et heureusement, nous avons eu des ingénieurs qui ont précédé notre époque, qui étaient des génies. Et il faut savoir qu'on construisait 6 tranches nucléaires par an.
Et on a fait ça pendant une dizaine d'années. Donc on a une soixantaine de tranches nucléaires qui peuvent parfaitement répondre à nos besoins. On n'a aucun besoin. Et vous pensez qu'on peut maîtriser la question de l'obsolescence d'une part et du traitement des déchets d'autre part? On peut maîtriser les deux, et vous avez tout à fait raison d'insister sur le premier, l'obsolescence. On nous a dit, ceux qui ont construit les centrales ont dit qu'elles ont une durée de vie de 40 ans. Pourquoi ils ont dit 40 ans ? Parce que c'est finalement la durée de vie que tout homme peut envisager. Mais il faut savoir que les mêmes centrales, et plus vieilles, et moins bien, aux États-Unis, sont maintenant prolongées à 80 ans. Et que les États-Unis envisagent, et ils vont le faire, de les prolonger à 100 ans. Ça veut dire qu'elles sont éternelles. Vous savez, les murs de béton armé, ça bouge pas beaucoup. Il y a des pièces à remplacer tous les 10 ans. On fait des révisions décennales. Mais il n'y a aucune raison de les arrêter. Donc ça, c'est on peut rester sur les mêmes sites. Dans les mêmes installations. Bon, vous changez des tuyaux, des chaudières, le tableau électrique, vous le modernisez, tout ça. Mais les Américains, je le répète, les mêmes centrales les prolongent à 80 ans. Ça, c'est fait déjà. Et ils ont dit, bientôt, ce sera 100 ans. Ça veut dire que si vous remplacez les pièces les unes après les autres, vous savez, c'est comme dans un avion. Les avions, quelquefois, on les arrête de voler, mais ils pourraient voler éternellement. Vous changez les pièces au fur et à mesure, l'avion, il vole toujours. Donc, on a cette chance inouïe d'avoir le premier parc électronucléaire du monde, et on nous dit il faut l'arrêter et s'en priver pour les remplacer par quoi ? Par des éoliennes qui fonctionnent un quart du temps, à peu près, parce que quand il n'y a pas de vent ou peu de vent, ils ne produisent rien du tout. Et les panneaux solaires, j'en parle pas, en hiver et la nuit, par définition, ils ne produisent rien du tout. Ce qui fait qu'en réalité, nous dépensons des sommes considérables pour rien. Pour rien, parce que quand une éolienne produit l'électricité, on est obligé de freiner une centrale nucléaire parce qu'on aurait de l'électricité en trop. Donc en réalité, à la fin, on a toujours autant d'électricité. La seule chose qui change, c'est les tarifs, parce qu'il faut payer. Et on a déjà augmenté de 60% en 10 ans les tarifs de l'électricité, et ce n'est que le début. Tout ça pour quelque chose qui ne sert rigoureusement à rien. Il y a aussi un sujet que vous mettez en lumière, c'est qu'en tout état de cause, les efforts que fait la France sont très peu de choses. Vous donniez un chiffre, mais c'est déjà un chiffre ancien, que les rejets de la France, c'était de 6 tonnes de CO2 par an et par habitant. Oui. Nos voisins européens, je crois que c'est une moyenne de 12 tonnes. Et à partir du moment où la France fait ses efforts, mais où l'Inde, la Chine décide d'ouvrir, vous donnez un chiffre absolument extraordinaire, c'est que la Chine ouvre une centrale à charbon par semaine. Par semaine. Oui, tout à fait. Et il continue. Alors évidemment, là, il vient de se passer, je vous le disais tout à l'heure, un événement tout à fait étonnant à Glasgow, où s'est tenue la réunion du GIEC, de l'ONU, enfin de tous les organismes internationaux, qui vient de se terminer il y a 3 jours. Eh bien, la Chine et la Russie ont, pour une fois, dit la vérité, à savoir qu'ils ne se priveraient pas de charbon, ni de pétrole, ni de gaz naturel. Ils ont refusé un projet de texte qui disait qu'il fallait cesser l'utilisation du charbon. Ils ont dit non, nous refusons. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tous les autres pays ont été obligés de reculer. Et la rédaction finale, c'est tout à fait un style, je dirais un jargon diplomatique. Oui, j'ai connu ça au Parlement européen. C'était absolument magnifique. Il faut multiplier les efforts pour commencer à diminuer. Enfin, vous voyez le genre de choses. Oui. Mais pour la première fois, ça n'est jamais arrivé depuis 30 ans, vous avez 2 pays, qui sont simplement les 2 pays les plus peuplés du monde, qui ont dit non. Nous continuerons à utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel. C'est un moment historique qui vient de se passer. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce que nous pouvons faire sert à quoi ? Rigoureusement à rien. Oui. La France et tous les pays développés. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là, la Chine, l'Inde, mais également demain le Pakistan, l'Indonésie, l'Afrique, le Nigeria. C'est eux qui sont maîtres du jeu. Et pour la première fois, ils viennent de dire « nous continuerons à utiliser le charbon, le gaz naturel et le pétrole, quoi que vous disiez. » Donc là, à mon avis, c'est la fin d'un cycle de 30 ans qui vient de s'ouvrir
à Glasgow il y a 3 jours. La première fois, parce que avant, c'était très amusant, si j'ose dire, que disaient ces deux pays. La Russie disait, nous adopterons la neutralité carbone, nous atteindrons la neutralité carbone en 2060. Alors, voulant bien faire, l'Inde avait dit, nous, c'est pareil, mais ce sera en 2070. Ils se fichaient du monde. Et bon, on les prenait au sérieux, mais là, comme ils ont vu que ça suffisait pas, ils ont dit, bon, maintenant, c'est clair, nous continuerons à utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Enfin, la voie de la raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a une association, une corrélation absolument étonnante entre l'utilisation de l'énergie, qui provoque des émissions de CO2, et l'espérance de vie. L'Inde a 1 million de jeunes qui meurent chaque année parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas tous les avantages que nous avons. Et donc, ils se sont dit, si nous ne voulons pas tuer nos jeunes, il faut que nous ayons de l'énergie, que nous ayons l'électricité. Il y a presque 300 millions d'Indiens qui n'ont pas l'électricité. Et pour ça, nous n'avons pas d'autre source que d'utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Donc en réalité, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ces organismes comme le GIEC, qui disent aux pays pauvres, surtout n'utilisez pas d'énergie, surtout ne produisez pas de CO2 si vous n'utilisez pas d'énergie, ces organismes sont criminels. Parce que ils ont comme conséquence, la politique qu'ils recommandent a comme conséquence des millions de morts dans les pays pauvres. Oui. En ce qui concerne justement les énergies, je dirais classiques, les énergies fossiles, et notamment les carburants, c'est un problème qui, en France, est très prégnant. Vous avez écrit justement pour défendre le diesel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? J'ai défendu le diesel, tout simplement, et ça tout le monde le sait, parce que c'est le carburant qui consomme le moins. Quand vous avez une voiture au diesel, c'est 20% de consommation de moins qu'une voiture à essence. Donc, si on veut préserver les ressources pour les générations ultérieures, les ressources de la planète, le diesel est une très bonne solution. Alors, bien entendu, c'est pas du tout ce qui a été décidé au niveau de l'Europe. Ce qui a été décidé, c'est de passer à la voiture électrique. Il n'y a qu'un problème. Comment fabrique-t-on l'électricité ? Alors là, nous avons des voisins qui sont, je dirais, l'exemple de ce qu'il faut, enfin, de la malhonnêteté. Que disent les Allemands ? Ils disent, nous, on est pour les voitures électriques. Mais comment vont-ils fabriquer leur électricité ? Ils ferment leurs centrales nucléaires. Oui. Ils les remplacent aujourd'hui par des centrales à charbon. Oui. Et par des commandes à la France aussi. Alors, bien sûr, on exporte un peu de courant pour nos voisins allemands. Et puis demain, comment ? Par le gaz russe. Et là, on est au cœur des problèmes de géopolitique européenne. La chancelière Angela Merkel, qui a juré que l'Allemagne n'émettrait plus de CO2, ça c'était absolument certain, elle a bien veillé à ce qu'il y ait un nouveau gazoduc, sous la mer Baltique qui va approvisionner les usines de Volkswagen, de Mercedes. C'est ce gazoduc dont les Américains ont essayé d'empêcher la construction. Ils ont empêché absolument du temps de Trump, ils ont essayé d'empêcher la construction parce qu'ils ont dit vous vous mettez dans les mains des Russes, ce qui est absolument exact. Imaginez que Poutine ou son successeur ferme le robinet, l'Allemagne s'arrête. Puis comment font-ils pour faire fonctionner leurs usines et pour faire leur électricité ? Donc on a une duplicité stupéfiante de la part de nos voisins allemands. D'un côté, ils jurent qu'ils vont tout arrêter comme émission de CO2, mais en même temps, ils prennent bien soin d'avoir un gazoduc qui émet du CO2, parce que quand on brûle du gaz naturel, on émet du CO2. Donc, est-ce que nous, on est obligés d'être dupes de cette malhonnêteté ? Personnellement, j'aurais tendance à dire non, mais malheureusement, nos dirigeants disent oui. Je crois qu'il y a aussi un autre facteur qui entre en ligne de compte. D'après ce que j'ai lu, moi je n'ai pas du tout vos compétences scientifiques ou en ingénierie, c'est que en tout état de cause, le fuel ou le gasoil, comme on voudra, est une étape absolument nécessaire dans le raffinement du pétrole. C'est-à-dire que on peut supprimer toutes les voitures diesel tant qu'on roulera, tant qu'on utilisera de l'essence. L'essence, c'est ce qui est le plus léger, c'est ce qui apparaît en premier dans le processus de distillation. Et puis au bout de la chaîne, c'est du bitume, mais au milieu, il y a le gasoil ou le fuel. Et si on ne l'utilise pas dans
les moteurs diesel, eh ben on va être obligé de le jeter à la mer, ce qui se faisait auparavant, semble-t-il. Oui. Je ne sais pas si on n'a jamais jeté à la mer, sauf quand il y a eu des accidents, mais ça c'est toujours une autre affaire, la Boco-Cadiz, enfin bon. Mais ce qui est certain, c'est que le pétrole, d'ailleurs, qui varie d'un gisement à l'autre, comporte des produits légers, des produits un peu moyens et des produits lourds. Les produits lourds, on peut les transformer en produits légers, mais c'est compliqué, ce sont des opérations coûteuses, c'est pas impossible. Donc, ce qui est certain, je crois que personne ne jettera volontairement à la mer les produits lourds. En tout cas, vous m'assurez. Je l'espère. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour nous avoir si brièvement ouvert l'esprit sur quelques propos politiquement incorrects qu'on n'entend pas d'habitude. Et donc, je rappelle votre dernier ouvrage, La religion écologiste, climat, CO2, hydrogène. On n'a pas parlé d'hydrogène, ça sera pour une prochaine fois. C'est un autre mythe qu'on pourra évoquer dans une autre émission. La réalité et la fiction, par Christian Gérondeau.